Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission L'Aparté, l'émission de confidence, l'émission de fou de rire, mais surtout d'émotion et de surprise. Aujourd'hui, nous avons un expert en communication que je vais vous laisser découvrir dans ce portrait commenté par Marie-Joséphine Guy-Lavogui. Souleymane Tianguel-Ba est né en 1973 à Conakry, communément appelé Tianguel, Petite Rivière, en polar guinéen, est docteur en sciences de l'information et de la communication de l'Université Lumière Lyon 2 et licencié en journalisme de l'Université de Conakry. Il mène de front une carrière artistique, journalistique, politique et de consultant en communication. Il débute le théâtre au lycée en fondant le troupe Djibril Tamsir Niane, dont il est administrateur et comédien avant de passer à la mise en scène et à l'écriture. Après avoir vécu longtemps en France, en 2016, Tianguel est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité d'assassinat du journaliste Mohamed Koula Diallo. Absent aux audiences depuis le début du jugement en juillet 2017, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Il est interdit de séjour dans son pays, exilé pendant 5 ans en s'engageant dans une aventure difficile, l'exil. Qu'il s'agisse de sa famille biologique ou politique, ce haut responsable du principal parti d'opposition en Guinée, UFDG, a tout laissé derrière lui. L'épreuve est tellement difficile pour notre confrère que nombreux sont des observateurs qui se demandent ce qu'il a réellement fait pour mériter un tel sort. Tianguel est membre de l'atelier des artistes en exil depuis 2018 et est invité à présenter son test Jamais de sang-froid au festival Vision d'Exil. Sa pièce Danse avec le diable est lue au festival d'Avignon 2019, cycle RFI Ça va le monde. Joué au récréatral de Ouagadougou et Sens Interdit Lyon. Retour sur ce plateau. Bonjour Monsieur Tianguel. Bonjour. Bienvenue dans l'Aparté. Merci. Alors, Souleymane Tianguel-Ba, vous êtes né à Conakry, précisément au quartier Béanzan, d'une famille polygame. Vous êtes né de 14 enfants, 9 sœurs et 4 frères. Ce qui veut dire que très tôt, vous avez appris à prendre vos responsabilités. C'est bien ça. Vous étiez un frère protecteur ou plutôt dictateur? Non, beaucoup protecteur, très protecteur, je crois. Avec vos sœurs, vos frères ou... Avec mes frères et surtout avec mes sœurs, j'ai été quelqu'un qui a été très très proche, enfin qu'il est encore très proche d'elles. Voilà. Parce que voilà, dans un pays comme le nôtre, j'ai toujours estimé que les filles naissaient peut-être entre guillemets comme avec un handicap. En étant l'aîné de ma famille, il me revenait la responsabilité de les protéger, de les couver. Évidemment avec mes frères aussi, parce qu'en étant, donc, comme je disais, premier venu dans la famille. D'une grande famille, c'est pas facile. D'une grande famille, oui, c'est vrai que nous sommes 14. Ma mère a 7 enfants et ma belle-mère en a 7. Et moi, je suis le premier garçon et l'unique garçon de ma mère. De votre mère. Ouais. Alors, Souleymane Tianguel, venant dans votre enfance, au quartier Béanzin, à l'époque où on vous appelait Socrate. Alors, comment un passionné de football s'est retrouvé homme de culture, d'écriture et d'artiste? Je ne sais pas si j'étais un passionné de football, j'étais peut-être plus suiviste parce que les gamins de notre âge dans un pays comme le nôtre sont plus enclins à jouer avec le ballon qu'avec autre chose. Donc je ne suis pas vraiment passionné de football. Non, okay. C'était plus parce que c'était un jeu, parce qu'aujourd'hui encore, quand tout le monde se précipite devant sa télévision pour regarder des matchs, c'est vraiment pas mon truc, je n'aime pas ça du tout. Ah oui. Pour que je m'arrête devant une télévision. C'est l'enfance, vu qu'on voyait tous les copains partir avec un ballon de football? Non, moi j'ai jamais porté un ballon et j'étais d'ailleurs, quand je jouais, je ne sais pas pour quelle raison on m'a surnommé Socrate, parce que j'étais très mauvais au foot, mais vraiment très mauvais parce que techniquement j'étais mauvais, je suis chétif, donc je ne sais pas, c'était peut-être juste une espèce d'inspiration tordue de mes amis de m'appeler Socrate. Voilà. Alors,
Alors, Thiongel, vous étiez un enfant, vous avez été un enfant bien encadré. Et selon vos proches que j'ai rencontrés, vous avez été éduqué par un père très strict qui s'opposait même à votre idée de faire du théâtre. Comment vous avez réussi à le convaincre? Bon, en fait, quand j'ai commencé à en faire, j'étais au lycée. J'ai commencé à écrire au lycée aussi. J'avais créé une compagnie de théâtre avec des amis qui s'est appelée Djibril Tamsirnian. Et quand j'ai commencé à en faire, il y a une représentation de l'art dans la culture guinéenne en général, mais dans la culture Peul, c'est encore, à mon avis, beaucoup plus forte. Parce que cette représentation-là fait de celui qui fait de l'art comme quelqu'un qui est soit captif, soit esclave. Donc mon père avait cette perception de l'espace artistique. Personnellement, j'avais toujours eu, au-delà du fait d'être sur scène, ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse toujours au théâtre et à l'écriture, c'est de pouvoir transmettre quelque chose, dire quelque chose que j'ai envie de raconter. Donc ça a été un peu difficile jusqu'au moment où j'ai été en terminale. En terminale, j'avais été sélectionné pour faire un projet de théâtre qui s'appelait « Il était une fois l'alphabet », qui était monté par la fille du professeur Djibril Tamsirnian à l'époque, qui s'appelle Fifi Tamsirnian, et une pièce qui a été écrite par quelqu'un dont on connaît très peu la part ou la face littérature, c'est Kiridi Bangoura. Donc cette année-là, quand je suis allé, parce que c'était un travail qui devait se faire dans une sorte de résidence pendant 2 mois, c'était au voile de la mariée, quand je suis revenu, mon père a eu du mal à accepter le fait que je sois parti. D'ailleurs, le jour où je devais partir, il a convoqué la famille, il a convoqué les voisins. J'imagine le père strict. Pour dire s'il part, qu'il ne répète plus jamais les pieds ici. Donc, mais je suis allé quand même. Et quand je suis rentré, c'est le professeur Djibril Tamsirnian avec un imam du quartier de Dixine qui m'a ramené chez moi et pour expliquer à mon père que je n'étais pas un mauvais enfant et que j'étais pour faire un travail et que ce n'était pas mauvais. Donc c'est à partir de là qu'il a petit à petit accepté l'idée que son fils fasse du théâtre. Alors, Souleymane Thiongel, vous étiez sur scène. Et après, vous êtes devenu l'homme derrière la scène, le metteur en scène et l'écrivain. Pourquoi ? Parce que je suis de plus en plus devenu un mauvais comédien. Non, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que, alors, je suis devenu mauvais comédien pour 2 raisons. D'abord, essentiellement pour une raison, c'est que lorsque j'ai commencé à faire de la mise en scène, j'étais en même temps comédien. Et lorsque je suis en scène, j'étais plus enclin à regarder comment mes comédiens jouaient qu'à jouer moi-même. Et donc, du coup, je me faisais happer par cela. Et puis, deuxièmement, j'aime bien emmerder les gens et donc être dans la salle et dire à quelqu'un c'est là que tu vas, c'est là que tu vas. Le perfectionniste, quoi. Le perfectionniste, au point que certains de mes comédiens m'ont surnommé le tortionnaire. Oh là là. Donc, mais au fond, je dis toujours, lorsqu'une pièce de théâtre elle est bien faite, tout le monde se souvient des comédiens, on vient les rencontrer, c'était magnifique ce que vous avez fait. Quand c'est mauvais, tout le monde se souvient du metteur en scène. Tout le monde se dit, mais qui nous a mis ça en scène et tout. Et donc, du coup, je préfère que mes comédiens, qu'on dise qu'ils sont bons, que de dire que le spectacle que j'ai présenté est mauvais. D'accord. Alors, avec vous, Souleymane Thiongel Ba, vous avez formé beaucoup de jeunes dans les écoles de journalisme, mais aussi dans le théâtre. Parce que selon certains, Thiongel est le seul qui arrive à faire sortir en toi le talent que tu ne pensais jamais avoir. Alors, comment vous le faites ? D'abord parce que je sais détecter. C'est un de mes amis qui me dit ça, c'est que j'arrive à aller chercher, à savoir, à rencontrer quelqu'un comme ça et à me dire, la personne peut arriver à faire quelque chose. C'est comme ça que j'ai travaillé avec des personnes comme Abiba Touba ou comme Khady Diop que j'ai amené au théâtre. Donc c'est surtout d'abord ça, c'est que je sais détecter. Une fois que j'ai détecté, puisque je sais que vous pouvez y arriver, donc du coup, je ne vous laisse plus le choix d'aller me ramener ce que je sais que vous êtes capable de faire. Donc du coup, je travaille comme ça. Et puis, il y a un élément central dans ce que je fais lorsque je suis au théâtre. C'est que les comédiens avec lesquels je travaille savent qu'ils peuvent me faire confiance. C'est une question de confiance. Ils savent parfaitement bien que je ne vais jamais leur faire quelque chose. Et ça pousse ces personnes à sortir le meilleur d'eux. Exactement. Parce qu'ils savent que j'ai confiance en eux.
Ils ont confiance en moi parce que moi, j'ai confiance en eux. Donc, c'est cette confiance réciproque qui fait qu'ils se laissent amener vers ça. Et je suis content parce qu'au bout du compte, après, les gens deviennent vraiment des personnes extraordinaires sur scène. Quand je vois ce qu'Habiba Touba est devenue, alors que je sais qu'au départ, elle était un peu... elle n'était pas très confiante vis-à-vis de ça. Moi, je suis très content. Et que Thiongel, aujourd'hui, voir vos anciens étudiants tenir et exceller dans leur métier ou ces artistes que vous avez formés sur de grandes scènes, quand vous êtes là, qu'est-ce que ça vous fait vraiment? Ben, évidemment, comme tout le monde, beaucoup de fierté, beaucoup aussi de reconnaissance parce que, comme je disais tout à l'heure, ces personnes-là ont eu confiance en moi et m'ont laissé leur transmettre quelque chose. Donc c'est à la fois de la fierté, mais c'est aussi de la reconnaissance vis-à-vis de ces personnes-là, vis-à-vis de mes parents, de mon père qui justement m'a pas laissé le choix pour réussir à faire ce que je dois faire, même si par exemple ils n'étaient pas d'accord avec le théâtre et même avec le journalisme, ça a été un peu une bataille. Donc quand j'écoute certains journalistes à la radio ou que je les vois à la télé, je suis heureux. Je suis très fier de dire ouais, je l'ai formé. Je fais il y a une petite touche de Thiongel. Bien sûr, il y a une toute petite de Thiongel dedans. C'est peut-être pas beaucoup, mais elle est là. Donc évidemment, c'est avec beaucoup de fierté. Mais comme je dis, c'est important, beaucoup de reconnaissance aussi, énormément de reconnaissance. Parce que non seulement ces personnes-là se laissent guider vers l'endroit où je veux les amener, mais après, ce sont des personnes qui deviennent d'excellents journalistes ou d'excellents artistes. Et Thiongel, vous êtes quelqu'un de très ouvert, vous aimez approcher les gens. Avec vous, cette citation a tout son sens. Cette citation qui dit qu'il y a des amis, il y a de la famille, et il y a les amis qui deviennent une famille. Donc vous arrivez vraiment à mettre cela en œuvre. D'habitude, nous, dans cette émission, on va vers la famille, on essaye d'avoir des interventions de votre famille. Mais contrairement avec vous, on a essayé d'avoir le témoignage ou l'avis des personnes qui vous entourent. Ces personnes que vous avez adoptées, que vous avez créées en ces personnes, vous les avez donné du talent. Vous avez dit à ces personnes que vous avez du talent. Vous pouvez aller de l'avant. Vous avez marqué la vie de ces personnes. Et aujourd'hui, à travers cette émission, ces personnes vous ont fait passer un message que j'espère que vous n'allez pas pleurer en voyant cette vidéo que je vais vous montrer et vous allez lire. Mal, c'est là, c'est écrit. Non, moi je veux qu'ils profitent, profitez. Ça va? Bon, Cheikh il n'est pas dans la vidéo parce que Cheikh il a déjà vu, donc voilà, c'est ça. C'est ça. Le grand et moi, on se connaît depuis quelques années et c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup marqué ma vie professionnelle, mais aussi même personnelle parce qu'il a d'abord été un metteur en scène pour moi. On s'est rencontrés au hasard comme ça un jour à Mouna et il m'a fait jouer dans une pièce qu'il était en train de faire à l'époque, en 2008. Et depuis là, on ne s'est plus lâché et aujourd'hui, c'est plus un grand frère qu'autre chose pour moi et vraiment, c'est quelqu'un d'exceptionnel avec qui j'adore travailler, même si des fois, tu as envie juste de l'étrangler comme ça et tout, mais bon, après, tu peux pas, tu le laisses et puis voilà, parce que c'est quand même le grand, mais on l'adore. En tout cas, il nous a beaucoup manqué et je te souhaite un très très bon retour. Ce que je peux dire sur Suleiman Thiongel, c'est que bon, c'est un emmerdeur de première. Bon, il pense que bon, moi, en tant que directeur musical, je peux faire l'impossible. Genre, voilà quoi. Il me dit, vas-y, fais ça, et puis voilà. Un emmerdeur de première quoi. Souley Chandel, je le connais maintenant depuis 16 ans. Quand il est venu en 2005, il m'a pris dans un projet alors qu'il ne me connaissait pas du tout. Et c'était sur Big Shoot qui a bien marché. Depuis là, je suis devenu le comédien de Thiongel.
C'est un excellent metteur en scène, un excellent auteur. Notre relation a dépassé maintenant le plan professionnel pour s'élargir sur le plan familial. Donc, Souleymane Thiangel alias Fouledi. Yeah, bon, avant tout d'abord, moi personnellement, Souleymane Thiangel, c'est un grand frère à moi. Et c'est également un très bon ami, avec qui je parle vraiment de tout et de rien, de questions personnelles, de questions professionnelles. En gros, c'est un grand frère qui joue souvent le rôle d'ami, de bon ami, de très bon ami. Bonsoir Thiangel. Alors déjà je suis très contente de faire cette vidéo parce que parler de Thiangel en fait c'est, je dirais pas lourd, mais en fait ça ne finira jamais. Déjà je commencerai par dire que c'est mon maître parce que grâce à lui en fait j'ai vécu ma plus belle expérience, c'est d'être dans le théâtre, et j'allais jamais imaginer un jour faire du théâtre, mais il m'a dit vas-y on va le faire et tout. Bonjour, moi c'est Billy Abba, donc je suis artiste, directeur aussi des studios Kira. Lui, Thiangel est il dit Thiangel, il faut qu'on le prononce en polaar, le gars là, franchement. Lui, Thiangel est un ami, un frère, avec qui j'ai bossé aussi, donc notre relation elle est amicale non seulement, fraternelle aussi et professionnelle. C'est une personne qui aime beaucoup rigoler, je commencerai par ça, et j'ajouterai aussi qui aime beaucoup bosser, qui adore la culture. La culture et la com, c'est son dada. Je pense que il ne saurait exister sans, tu vois, je pense, je me souviens, comment dirais-je, qu'on se disait que si jamais il devenait ministre de la Culture, on allait voir un ministre de la Culture qui allait venir sur les planches faire encore de la mise en scène. Et je sais qu'il est capable de le faire. C'est quelqu'un d'ouvert. C'est quelqu'un qui pas enfermé, qui va vers l'autre. Quels que soient les problèmes, même s'il y a des problèmes, même si vous ne connaissez pas, il est tout à fait ouvert, disponible. Je pense. La première personne, on peut dire, c'est lui qui m'a amené au théâtre. La première chance que j'ai eue au théâtre, c'est lui qui me l'a donné. Et il m'a permis de travailler avec des comédiens de renommée et de talent qui ont fait en sorte que l'expérience a été très positive. Et j'ai adoré le résultat que ça a donné. Un très grand metteur en scène. Je l'aime beaucoup, mais dès qu'on a une pièce à faire, je ne l'aime plus. Ça au moins, il est d'accord sur ça. Je sais, il est même en train de rigoler parce qu'il y a tellement d'anecdotes en fait pendant les pièces. C'est incroyable. En même temps, quand on y pense, ça fait trop rire. Et un grand perfectionniste. Très perfectionniste. Thiangel, tant que tu fais pas comme il dit, mon cher, tu vas dormir là-bas. Et il nous a appris à être persévérants, à ne pas lâcher. Et il y a tellement de choses à dire. En tout cas, merci d'avoir été là, merci de nous avoir montré le chemin. Un très bon auteur et un bon ami, même si il est fatigant. Il est fatigant. Pour ne pas dire qu'il peut être très chiant quand il veut. Il est fatigant. Mais c'est une bonne personne et quelqu'un qui a énormément de talent et quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Thiangel est vraiment la personne qui m'a fait travailler à mon plus haut potentiel. Et je ne le remercierai jamais assez pour ça. C'est lui qui a eu confiance en moi pour la toute première fois en tant que directeur musical. Et je suis heureux d'avoir travaillé avec lui. Je travaillerai avec lui encore à chaque fois qu'il aura besoin de moi. Je suis heureux qu'il soit rentré au pays. Et je sais qu'il a de très belles choses en store qui arrivent. Ravi de te revoir, Thiangel. C'est fini, non? Oui, c'est fini.
Alors donc, c'était ces personnes que vous aviez formées, Souleymane Thianguel, qui ont voulu participer à cette émission. Nous avons donc Abibatou, que vous avez cité au début de la vidéo, qui vous a rencontré à Paris après plusieurs années. Et également Radi Diop, la artiste, Petit Tonton, Bilia Ba, Gianni. Et on a voulu que d'autres participent, mais bon, c'est ce qu'on avait réservé pour vous. Alors à présent, nous allons avec la rubrique J'avoue-tout. Alors, Monsieur Thianguel, vous allez piocher 5 questions dans cette boîte. Vous allez lire à haute voix et puis répondre. C'est comme ça qu'on l'ouvre? Juste en là. haut. Voilà, c'est ça. Je vais prendre celle qui est en haut. Plus facile. Quel est votre endroit préféré au monde? Quel est mon endroit préféré au monde? C'est pas Mali Mbérin? Ça peut être Mali Mbérin, ça peut être Thianguel, que je ne connais pas. Mais je crois que mon endroit préféré au monde, c'est la Seine. Oh. Ouais. Okay. C'est la Seine ou peut-être le papier blanc. La Seine, c'est ce que je disais, le jour où je suis rentré, je suis allé au centre culturel. Le lendemain, je suis entré dans la salle, j'ai ressenti quelque chose, c'était extraordinaire. C'est mon endroit préféré. C'est d'être là et de savoir qu'on est à un endroit où on n'a plus aucune contrainte sociale. On est à un endroit où on peut donner naissance à toutes les folies et à toutes les imaginations qui fleurissent dans notre tête. Et je crois que c'est mon endroit. Donc, on va avec la deuxième question. Quelles sont vos passions en dehors du travail? Quelles sont mes passions en dehors du travail? Mes passions sont mon travail. Ce que je fais, c'est pour ça que je dis souvent aux gens que je ne travaille pas moi, en fait. Parce que ce que je fais me passionne. Lorsque je travaille pour réfléchir sur une stratégie de communication, je n'ai pas l'impression de travailler. Lorsque je suis en train d'écrire, je n'ai pas l'impression de travailler. Lorsque je mets en scène, je n'ai pas l'impression de travailler. Donc mes passions sont autour de moi, c'est tous les jours, c'est ce que je fais. C'est l'écriture, c'est aller au cinéma et m'asseoir et me laisser envahir par des émotions que je sais que d'une manière ou d'une autre vont m'aider à un moment ou à un autre. Donc je n'ai pas de passion en dehors de mon travail. D'accord. Donc on va avec la troisième question. Alors, si vous pouviez réaliser 3 vœux, lesquels choisiriez-vous? 3 vœux. 3 vœux. Le premier vœu, c'est peut-être faire en sorte que mes fils soient mieux que ce que je suis. C'est peut-être mon premier vœu, enfin c'est pas peut-être, qu'ils soient Thianguel 10 000 fois. Ça c'est le premier vœu que j'ai, que mes 2 filles puissent avoir ça. Le deuxième vœu, c'est, si je pouvais le réaliser, c'était peut-être voir une dernière fois mon père avant qu'il décède, puisqu'il est décédé pendant que j'étais encore en exil. Et puis, mon troisième vœu, c'est que ce pays s'en sorte et qu'il aille de plus en plus mieux et que tous les Guinéens soient fiers de ce que nous allons devenir dans les prochaines années. On le souhaite également. On le souhaite. Nous sommes sur la troisième. Maintenant, les 2 dernières questions qui restent, la 4e et 5e. D'accord. Alors, pourriez-vous nous raconter votre blague? Toc toc, qui est là? Je ne sais pas si j'ai des blagues à raconter. Qu'est-ce que je vais raconter comme blague? Ah là là. Là, vous me posez une colle, là. Peut-être des anecdotes de votre vie, votre quotidien? Des anecdotes de ma vie. Oui, peut-être une anecdote que j'aime bien raconter. C'est ma 2e fille. Et un matin, elle se lève, elle doit aller à l'école, elle va chercher des habits dans le placard, elle en sort un, ça va pas, elle le repose, elle en sort un, ça va pas. Je lui dis, Aïcha, c'est bon, il va falloir que tu prennes un habit. Elle me fait, non, papa, il faut savoir que j'ai une réputation à défendre. Oh là là.
À quel âge? Elle a 9 ans. Et c'était l'année dernière, elle avait 8 ans. J'ai dit, quelle réputation? Et j'ai dit, non, papa, il faut que tu comprennes. Donc, si j'ai une blague à raconter, j'en ai comme ça à l'appel. Toujours des anecdotes avec les enfants. Ouais. Donc, c'est la toute dernière question qui reste. Alors, la dernière question. Parlez-nous de votre pire coiffure. Ma pire coiffure, ma pire coiffure. Moi, j'ai pas de pire coiffure, mais peut-être une coiffure que les gens estiment qu'elle est pire que toutes. C'est mes cheveux hirsutes. Quand j'ai des cheveux dans toute la tête, c'est mon père qui il détestait ça. Il ne supportait pas ça et les jours où je décidais d'aller me couper les cheveux pour avoir des cheveux plus ou moins corrects, et il me disait, si tu savais à quel point tu es beau quand tu fais ça. C'était une façon de vous encourager. Voilà, c'était une façon de m'encourager. Le plus souvent, les artistes aiment laisser les cheveux pousser. Bah, je sais pas, c'est peut-être pas parce que je suis artiste. En fait, j'ai une toute petite tête et je déteste la regarder dans la glace. J'ai une petite tête, j'ai une tête, comme je dis souvent, de pigeon. Donc quand je la regarde, je dis, ah. Comment avec les cheveux, ça couvre. Donc quand il y a des cheveux, ça donne l'impression de quelqu'un qui a une tête et tout ça. Et puis ça me donnait à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, ça me fait peur un peu. Ah, t'as les cheveux hirsutes. Donc, merci beaucoup d'avoir répondu à ces 5 questions. Ça permet toujours de détendre après les vidéos de témoignages. Merci. Monsieur Thianguel, le 25 mai 2020, qu'est-ce que cette date vous rappelle? Le 25 mai 2020, ben là, vous êtes parti encore pour me faire chialer, quoi. Le 25 mai 2020, je ne sais pas, j'arrive pas à me rappeler 2020. Vous avez perdu votre père. C'est mon père, c'est pour ça que je dis que vous êtes parti pour me faire chialer. Oui, c'est le décès de mon père, c'est la difficulté de perdre quelqu'un de cher pendant qu'on ne peut pas le voir. Je pense que c'est pour tout le monde la proximité qu'on peut avoir avec ses parents. Vous étiez loin et je pense que ça vous a fait très mal d'être loin de votre père et de ne pas pouvoir être là pour l'enterrer, pour faire des recueillements. Ouais. Mais j'ai eu beaucoup de chance, on va dire. L'année d'avant, mes sœurs avaient insisté pour que j'aille le voir à Dakar, parce qu'il était malade. Et on s'était dit, mes sœurs pensaient que c'est à cause de mon départ de la Guinée et la façon dont je suis parti qui a enclenché la maladie qu'il avait. Et donc, du coup, on m'a dit, vas-y, puisque tu peux aller à Dakar, on va le voir. Et donc, j'ai eu cette chance, 1 an avant son décès, de l'avoir vu. Et puis voilà, c'était quelqu'un vraiment d'exceptionnel. Quand on est dans un foyer polygame et qu'on a eu 14 enfants, et que ces enfants-là restent soudés les uns aux autres, c'est très particulier en Guinée. Il a réussi ça. Je dis souvent que pour moi, c'est mon héros. Parce qu'il a réussi à construire une famille qui ne s'est jamais disloquée. Vous arrivez dans ma famille, si on ne vous dit pas qui est la mère de qui, vous ne pouvez pas le savoir. Et puis, il a mis 14 enfants, il a eu 14 enfants et il les a tous mis à l'école. Okay. Tous, du premier au dernier, alors qu'il n'est pas allé à l'école. Il les a mis tous à l'école coranique, alors qu'il connaissait très peu de Coran. Donc c'est vraiment votre héros. Souleymane Thianguel, parlant de vous, en 2016, vous vous êtes vu impuissamment être accusé d'un meurtre que vous n'avez pas commis. Comment vous avez vécu cela? Ben je dis souvent qu'après le décès de mon père, c'est la chose qui a été la plus violente pour moi. Moi, je suis particulièrement attaché à la Guinée. Je suis resté 12 ans en dehors de ce pays
je venais tous les ans en Guinée. Chaque année, j'étais là. Parfois, je n'avais que le prix de mon billet, mais je venais. Je venais, je n'avais pas forcément une chambre où je logeais, je dormais au salon. J'avais besoin d'être ici, j'avais besoin d'être présent. Donc quitter la Guinée, rester en dehors de ce pays pendant 5 ans sans pouvoir y mettre les pieds, ça a été très violent, vraiment très violent. C'est encore plus violent lorsqu'on sait qu'on est parti pour une injustice, pour quelque chose qu'on n'a pas commis. De se retrouver du jour au lendemain accusé de meurtre, de participation à un meurtre. Je dis qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a quelque chose qui a mal fonctionné. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je me pose toujours la question, la lancinante question, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'à un moment ou un autre, qu'on ait pensé que j'aurais pu participer à quelque chose de ce genre. Et je me la pose, et encore, et encore, et encore. Et c'était un moment très difficile de devoir tout claquer, de tout arrêter, de prendre femme et enfants, partir. Mes filles à l'époque étaient petites, elles avaient 6 ans, l'autre avait 3 ans et demi, 4 ans, donc les amener dans un pays qu'elles ne connaissent pas et se retrouver là-bas dans un moment où il faisait froid parce qu'on est parti d'ici vers le mois de septembre, octobre, novembre, de devoir obliger ma femme à arrêter son boulot, de se voir obligée d'arrêter son boulot et de partir, c'était violent. Et ma fille ou mes filles qui demandaient chaque année et encore, quand est-ce qu'on va rentrer en Guinée? Un jour, il y en a une qui m'a dit « Papa, depuis combien d'années tu as été banni de ton pays ?» Oh, c'est une question. C'est le mot qu'elle a choisi. Bannissement. Et quand vous avez passé toutes ces années et vous êtes revenu en Guinée, quand vous avez mis votre pied sur le sol guinéen, qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour? Je l'ai dit à des amis, c'est très bizarre. C'est comme si je n'étais jamais parti. J'ai pas compris, en fait. En arrivant à Conakry, je me disais, quand je vais arriver, je vais être saisi de quelque chose. Il y a quelque chose qui va me prendre à la gorge, au cœur. C'était très bizarre. C'est comme si j'avais toujours été dans ce pays, que je n'étais jamais parti. Vos racines sont là, comme on le dit. Oui, mon nombril est ici. Et donc, du coup, même si je ressentais l'absence du pays, peut-être qu'il était en moi, qu'il était autour de moi, qu'il m'habitait. Donc après, c'est une fois que ce moment est passé, en arrivant à la maison, de voir tous mes frères et toutes mes sœurs qui étaient là, de voir mes 2 mamans qui étaient là, le choc il arrive. Parce que le choc de l'absence est là, mais il y a le choc aussi du décès. Donc les deux sont conjugués et d'être là, d'arriver à la maison, sur la terrasse chez mes parents, il y a une table, une autre table. Mon père passait ses journées assis sur cette table. Et dans ma tête, avant de revenir à Conakry, j'ai revu ce film et encore le jour où je vais arriver, où je vais le trouver là, assis là. Et est-ce que vous avez ces mêmes douleurs? Les mêmes douleurs de quand vous étiez en exil, de cette douleur de vous voir victime d'injustice. Aujourd'hui, vous êtes en Guinée. Est-ce que c'est les mêmes choses que vous ressentez ou vous essayez d'effacer? Non, c'est là. Je sais que c'est là. Ça devait arriver. C'est arrivé, j'essaye d'avancer. Je sais qu'au fond, des gens qui ont d'une façon ou d'une autre, été impliqués pour me mettre dedans. Au fond, aujourd'hui, j'espère qu'ils vont se repentir et qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont fait du mal. Mais personnellement, j'ai déjà tourné la page. Et Souleymane Thianguel, est-ce que vous allez revenir encore dans la politique? Non, c'est comme je dis, j'ai donné. J'ai passé 11 ans, je crois, 12 ans dedans. J'ai beaucoup appris, à la fois du bon comme du mauvais.
parce que du mauvais, ce qui pourrait être perçu comme du mauvais a été galvanisateur. J'ai pu à un moment donné écrire des textes parce que j'ai vécu ce que j'ai vécu. Il y a toutes les pièces de théâtre que j'ai vécues, je suis allé puiser dans ce que j'ai vécu dans la politique pour les ramener dans l'espace artistique. Mais je ne reviens pas. Par contre, il y a une précision importante que les gens doivent comprendre parce que quand les gens me voient intervenir pour donner mon avis sur des choses politiques en Guinée, les gens ils me disent « Mais non, il a dit qu'il arrêtait la politique. » Pour moi, ce n'est pas la même chose. J'ai arrêté mon militantisme politique, je ne suis pas dans un parti politique, je ne m'engage pas dans un parti politique, mais il est de ma responsabilité d'artiste, de Guinéen tout court, de citoyen, de donner mon avis sur ce qui se passe dans ce pays. Et malheureusement ou heureusement pour les uns et pour les autres, je continuerai à l'ouvrir. Je ne pourrai pas la fermer, c'est comme ça. Souleymane Thianguelba, moi je voulais savoir, vous avez parlé tout à l'heure de vos filles, de vos 2 filles, je pense que vous tenez beaucoup à ces filles. Alors, quel type de père vous êtes pour vos filles? Mais je suis le père exactement comme le grand frère. Je suis ce qu'on appelle le papa poule, quoi. En fait, moi, mes filles, oui, je les adore, je suis en conflit souvent avec leur maman quand elle s'énerve. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs, vous les femmes, vous avez plus tendance à taper vos enfants, à vous énerver contre, surtout quand c'est des filles. Je ne sais pas pourquoi, vous sentez une espèce de rivalité, de jalousie. Mais bien sûr. Ouais, non, mais c'est bon, vous inquiétez pas, chacun sa place, d'accord? Chacune d'entre vous a sa propre place. On ne vous aimera pas comme elle, mais on ne les aimera pas non plus comme vous. Donc, okay. Donc oui, papa poule, je les surprotège. Moi, quand par exemple on défait leur tête, quand leur maman leur défait la tête pour détresse, je quitte la maison. Non, je ne suis pas là parce que je ne supporte pas de les voir se morfondre et pleurer. Je quitte, je ne suis pas à la maison. Jusqu'au moment où on finit et puis je reviens. Est-ce que vous souhaitez qu'une de vos filles soit artiste, qu'elle soit sur scène? Non, ce n'est pas un souhait. Je pense que chacune d'entre elles fera son parcours, fera son chemin. Souhait ou pas, il y en a une qui dit qu'elle veut devenir médecin, mais à côté de ça, elle écrit. Elle commence à inventer, elle invente des petites choses, des petits poèmes et tout ça. Donc je pense qu'il y aura une artiste. Il y en aura une, peut-être pas comme je l'imagine, mais voilà. Et si ces filles étaient en face de vous, qu'est-ce que vous allez leur dire? Si mes filles étaient en face de moi? Oui. Je vous aime. Vous le dites tout le temps? Pour leur dire que je les aime? Oui. Oui, je le dis, et encore, et encore, et encore. Et oui, vos filles ont participé également à cette émission. Non. Mais bien sûr, je vais vous laisser écouter la vidéo, mais ne fuyez pas. Non. Oh. Allez-y. Et il part souvent en voyage pour ses pièces de théâtre. Mais je les aime beaucoup, ces pièces de théâtre, parce qu'elles sont très émouvantes. Bonjour, moi je m'appelle Aïcha Thianguelba. J'adore mon papa, il est gentil et souriant et parfois il joue avec nous. Mon papa en ce moment il est en Guinée et il nous manque beaucoup et on espère qu'il va revenir très vite et qu'il va rester avec nous. Pour moi c'est un super-héros. Il est doux, gentil. En fait, je crois que je l'ai déjà dit. En tout cas, c'est le meilleur papa au monde. Bisous, papa. On t'aime. C'est donc la petite vidéo de vos 2 filles qui ont participé à cette émission. T'inquiète pas, il n'y a plus de surprise. Alors, Souleymane Thianguelba, c'est quoi les projets d'avenir? Les projets, c'est faire ce que je sais faire. Écrire, continuer à écrire. Après avoir reçu un prix comme celui que je reçois, il faut continuer à le faire. Effectivement. J'ai envie d'avoir un espace dans lequel je peux
travailler à la formation des jeunes dans les deux domaines qui sont les miens, dans la com et dans la culture. Donc mon principal projet, c'est celui-là, c'est d'avoir un lieu de formation pour des jeunes Guinéens, pour apporter la petite contribution que je peux apporter dans le cadre de la formation de ces jeunes-là. Merci beaucoup, Souleymane Thianguel. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci. Et merci également à vous pour votre participation. Merci pour votre attention. Merci à l'équipe technique, à la réalisation qui nous a permis de faire cette émission. On espère vous retrouver très bientôt dans un prochain numéro avec un autre invité. Au revoir et portez-vous bien.